Un juge harcèle un nain innocent jusqu'à ce qu'il appelle son frère, le procureur général le plus redouté. La grande salle d'audience dominait les spectateurs rassemblés, ses imposants piliers de marbre projetant de longues ombres solennelles sur le sol poli. Les murs, ornés de sculptures complexes, représentant des statues aux yeux bandés, tenant des balances, témoignaient d'innombrables procès, bien que justice y ait rarement été rendue. Les lustres vacillant au-dessus de leur tête oscillaient légèrement, leur faible lumière éclairant à peine les visages solennels des assistants. Une lourde inquiétude planait sur la pièce, plus lourde que l'odeur entêtante de cire et de papier vieilli, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle en prévision de ce qui allait arriver. L'accusé, un nain frêle nommé Elias Norwood, fut conduit à l'intérieur enchaîné, les poignets rouges et écorché par les liens de fer. Chacun de ses pas résonnait dans la vaste salle, sa présence n'étant qu'un murmure dans ce décor grandiose conçu pour faire se sentir petit. Son regard, perçant malgré ses traits usés, parcourut la salle, scrutant les rangées de spectateurs. Aucune chaleur ne se dégageait d'eux. Certains affichaient des expressions de dégoût, d'autres feignaient l'indifférence, mais aucun ne le regarda avec bienveillance. Sa présence dans cette salle d'audience n'était pas une question de justice, mais une nécessité, une sombre performance orchestrée par ceux qui cherchaient à faire de lui un exemple. Il n'était rien de plus qu'un pion pris dans un jeu où roi et reine se déplaçaient sans être vus. Le juge Léonard Cormac présidait l'affaire, une figure imposante à part entière, même si ce n'était pas son physique qui attirait l'attention. Son visage était décharné, sa peau serrée sur des pommettes saillantes qui accentuaient l'arc cruel de son front. Ses yeux enfoncés, sombres et inébranlables, brillaient d'une lueur surnaturelle, tel un prédateur évaluant une créature blessée avant de la tuer. La réputation de Cormac n'était pas celle de l'équité, mais de la peur. Ses décisions étaient rapides et impitoyables, son tribunal une scène où la justice était une illusion. Assis haut sur son banc d'acajou, il se pencha légèrement en avant, ses doigts squelettiques croisés, observant Elias, un rictus narquois aux commissures de ses lèvres fines. Les accusations contre Elias avaient été méticuleusement accumulées, détournement de fonds, fraude, complot contre l'État, toutes vagues, toutes graves. Les preuves, fragiles et circonstancielles au mieux, importaient peu dans un tribunal où le verdict avait été rendu bien avant le début du procès. La galerie était remplie de ceux qui contrôlaient véritablement la ville. Des politiciens de haut rang, des fonctionnaires corrompus et des magnats des affaires étaient assis en rang silencieux, leurs expressions indéchiffrables, masques de richesse et de pouvoir. Ces hommes avaient bâti leurs empires sur des accords chuchotés dans des couloirs sombres, leur fortune assurée par l'aveuglement de la loi. 2 semaines plus tôt, Elias était tombé sur quelque chose qui menaçait l'ordre fragile qu'ils avaient si soigneusement construit, des documents détaillant un réseau de corruption qui s'étendait des plus petits agents des forces de l'ordre aux plus hauts fonctionnaires de la justice. C'était un réseau de tromperies si vaste que même ceux qui avaient depuis longtemps cessé de croire en l'intégrité auraient été consternés. Ces documents, destinés à être lus par des personnes indignes, étaient tombés entre les mains d'Elias. Comment il les avait découverts demeurait un mystère, mais les détails étaient sans importance. Le simple fait qu'il les ait en sa possession était la seule chose qui comptait. Les hommes assis en silence, observant la scène, n'avaient aucune intention de laisser le contenu de ces documents atteindre le public. Le procès d'Elias ne portait pas sur des crimes commis, mais sur des secrets découverts. Il n'était pas un accusé, c'était un fardeau à effacer. L'accusation, menée par le procureur Malcolm Greaves, ne perdit pas de temps à préparer le terrain. Greaves était un homme taillé pour un tribunal. Sa voix était un instrument de persuasion mesuré, sa présence calculée et imposante. Il avançait avec assurance, marquant des pauses juste au bon moment pour laisser le poids de ses mots s'abattre comme du fer sur les spectateurs rassemblés. Il a dépeint Elias comme un criminel rusé,
un cerveau qui s'était infiltré pour s'emparer d'une position d'influence et s'en est pris à ceux qui lui avaient fait confiance. Chaque accusation était soigneusement formulée, chaque témoin préparé et répété. L'affaire ne portait pas sur les faits, mais sur la performance, et Greaves a joué son rôle avec précision. De l'autre côté de la salle, la défense d'Elias offrait un contraste pitoyable. Walter Finch, avocat commis d'office, affecté à l'affaire à la dernière minute, était assis, raide, les doigts crispés sur une pile de papier désordonnée, comme si elle pouvait lui offrir une bouée de sauvetage. C'était un jeune homme, autrefois enthousiaste, mais les réalités de sa profession avaient entamé son optimisme. Les dossiers qu'il traitait étaient souvent perdus d'avance, et celui-ci ne faisait pas exception. Il connaissait le poids de l'opposition, comprenait la futilité de toute résistance. Les objections franchissaient à peine ses lèvres, et lorsqu'elles le faisaient, elles étaient écartées d'un simple regard du juge Cormac. Les preuves contre Elias étaient fragiles, mais personne dans cette salle ne se souciait de leur intégrité. La réticence de Finch n'était pas due à l'incompétence, mais à la peur. Insister trop questionner, risquait de faire de lui plus qu'un simple avocat raté. Cela pourrait faire de lui une cible. La procédure se déroulait avec une prévisibilité écœurante. Des témoins montèrent à la barre, chacun racontant le même récit soigneusement construit. Elias avait abusé de la confiance des spectateurs, manipulé les finances, trahi la ville. Leur voix tissait un réseau de tromperies, fluide et maîtrisé, destiné à étouffer toute lueur de doute subsistant dans l'esprit des spectateurs. Le jury, un panel de visages soigneusement sélectionnés, ne montra aucun signe de scepticisme. Ils hochèrent la tête quand il le fallait, froncèrent les sourcils quand il le fallait, et restèrent assis dans un silence obéissant tandis que l'affaire se déroulait exactement comme prévu. Elias resta immobile, ses chaînes cliquetant doucement à chaque mouvement. Son expression était indéchiffrable, son esprit une tempête de calcul et d'espoir déclinant. Il savait, bien avant d'entrer dans cette salle, que son sort était scellé. Ce n'était pas un procès, mais un enterrement, une lente suffocation sous le poids des mensonges et du pouvoir. Et pourtant, quelque part au plus profond de son désespoir, une pensée persistait, une braise qui refusait de s'éteindre. Les documents qu'il avait découverts ne se trouvaient pas dans cette salle d'audience. On les lui avait enlevés, certes, mais enlever ne signifiait pas détruit. Quelque part au-delà de ces murs, la vérité existait encore, attendant. Il lui suffisait de survivre assez longtemps pour qu'elle refasse surface. Le juge Cormac s'éclaircit la gorge, le son tranchant la salle d'audience comme une lame. Son regard parcourut la salle, se posant sur Elias avec une finalité glaçante. L'accusation termina sa plaidoirie et le silence s'installa comme un linceul sur la salle. La défense aurait son tour, mais tous les présents savaient que ce n'était qu'une formalité. Le verdict était rendu, la sentence inévitable. Le poids de l'instant pesait sur la poitrine d'Elias, mais il ne baissa pas les yeux. Si telle devait être sa fin, il l'affronterait les yeux ouverts. Les lustres vacillèrent de nouveau, leur faible lumière atténuant à peine les ombres envahissantes. Les débats durèrent des jours, et à chaque heure qui passait, Elias sentait l'étau se resserrer autour de son cou. La salle d'audience, autrefois oppressante, s'était transformée en une chambre étouffante d'inéluctabilité. Le juge ignorait délibérément chaque élément de preuve suggérant son innocence, rejetant les objections d'un geste dédaigneux de la main. Sa voix, sèche et tranchante, résonnait dans la salle comme un glas, chacune enfonçant un clou de plus dans le cercueil qui entourait Elias. Les jurés, triés sur le volet et facilement influençables, chuchotaient entre eux, leurs expressions ne trahissant ni le doute ni l'hésitation. Ils étaient là pour constater une condamnation, non pour juger de la justice. Le verdict avait été écrit avant même qu'Elias n'entre dans la salle, et chacun le savait. Au-delà des épais murs de pierre du palais de justice, la ville retenait son souffle. Le procès était devenu plus qu'une simple procédure judiciaire. C'était un symbole, un rappel glaçant de l'emprise inébranlable des puissants sur les faibles. Des murmures de mécontentement résonnèrent dans les tavernes faiblement éclairées,
et les ruelles sombres, des voix étouffées déplorant la farce qui se déroulait sous leurs yeux. Les citoyens savaient que ce n'était pas de la justice, mais un spectacle, un avertissement gravé dans le destin d'un homme pour dissuader les autres d'oser défier le système. Pourtant, la peur les empêchait de parler. Des officiers supérieurs des forces de l'ordre patrouillaient dans les rues, leur présence constituant une menace silencieuse pour ceux qui chercheraient à protester. La presse, toujours aux aguets, se retrouva enchaînée par des chaînes invisibles. Les journalistes qui avaient, ne serait-ce qu'évoqué la corruption du procès, recevaient des visites nocturnes, leurs avertissements gravés dans leurs ecchymoses ou murmurés entre leurs dents. Quelques-uns de ceux qui avaient osé creuser plus profondément avaient complètement disparu, leurs noms s'effaçant dans le vide d'une dissidence oubliée. À l'intérieur du tribunal, le poids du jugement imminent pesait lourdement sur la poitrine d'Elias. Il était resté immobile pendant toute la durée des témoignages, les mains jointes, le visage soigneusement figé dans une neutralité. Il savait qu'il n'avait rien à gagner à plaider sa cause. Ses propos ne seraient que déformés, son désespoir utilisé comme preuve supplémentaire de sa prétendue culpabilité. Il observait l'accusation poursuivre son assaut incessant, leur voix résonnant d'une conviction feinte. Greaves, toujours aussi spectaculaire, arpentait le jury avec l'air d'un homme présentant une vérité irréfutable. Chacune de ses déclarations était soigneusement calculée, chaque pièce à conviction élaborée pour renforcer le récit déjà exposé. Elias sentait la salle d'audience se refermer sur lui, les murs semblant se refermer sur lui comme s'il voulait l'engloutir tout entier. Son esprit s'emballait, cherchant des possibilités, des stratégies qui pourraient augmenter ses chances de survie. Il savait que ce moment viendrait. Il s'y était préparé comme on se prépare à une tempête qu'on ne peut distancer, en se préparant et en priant pour que les fondations tiennent. Mais, assis là, la tempête faisant rage autour de lui, il sentait les fissures commencer à se former. Et puis, au milieu de l'atmosphère suffocante, le juge Cormac se pencha en avant. Ses lèvres se courbèrent en un sourire où ne transparaissait aucune gaieté, seulement un amusement froid. La salle d'audience se tut tandis qu'il parlait, sa voix basse mais d'une portée indéniable. Il se demanda si Elias avait quelque chose à dire pour sa défense, faisant remarquer que s'il comptait garder le silence, le tribunal pourrait tout aussi bien se passer des formalités et le déclarer coupable sur le champ. Ces mots étaient une provocation, un ricanement destiné à pousser Elias à un éclat futile, à le dépouiller du peu de dignité qui lui restait avant l'inévitable. Elias serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, la douleur aiguë le clouant au sol. Il avait gardé le silence, sachant que rien de ce qu'il dirait ne changerait le cours du procès. Mais il lui restait une dernière carte à jouer, une carte encore non exprimée dans ce jeu soigneusement truqué. Son pouls s'accéléra tandis qu'il levait les yeux, croisant le regard du juge. Un souffle, chargé d'un défi muet, s'échappa avant qu'il ne prononce les mots qui allaient se bouleverser la salle. « Appelle, mon frère !» L'impact de sa requête fut immédiat et viscéral. La salle sombra dans un silence stupéfait, les murmures de certitude cédant la place à une tension soudaine et tangible. Le nom pesait lourd, tranchant l'air comme le tranchant d'une lame. Rares étaient ceux qui connaissaient la famille d'Elias, et encore moins ceux qui l'avaient entendu parler d'eux. Mais pour ceux qui le savaient, un frisson leur parcourut l'échine. Alexander Norwood, le procureur général le plus redouté du pays, un homme qui avait à lui seul démantelé des syndicats du crime, mis à mal des administrations corrompues et dénoncé des hauts fonctionnaires, tout cela à sa guise. Il était une force à part entière, un objet inébranlable contre lequel même les institutions les plus solides s'étaient effondrées. Il n'était pas homme à être convoqué à la légère, ni à s'impliquer dans des affaires sans but. S'il était convoqué maintenant, c'était qu'il se tramait quelque chose qui n'avait pas été pris en compte. Et soudain, le procès, si soigneusement orchestré, ne semblait plus aussi certain.
Les murmures revinrent, feutrés mais frénétiques, se propageant dans la galerie tandis que les silhouettes échangeaient des regards inquiets. Le ricanement du juge s'essouffla une fraction de seconde, ses doigts se crispant sur le bois poli de son banc. Greaves hésita, la bouche à demi formée autour d'une réfutation qui ne vint jamais. Les jurés, autrefois si calmes, s'agitèrent sur leurs sièges, le poids du nom d'Alexander les enveloppant comme un linceul de fer. Ce n'était pas une complication qu'ils avaient prévue. Le silence s'éternisa, chargé d'impatience, avant que le juge Cormac ne retrouve la parole. Il ricana, masquant son moment d'égarement par un rire sec, agitant une main dédaigneuse comme si Elias avait dit n'importe quoi. Il se demanda s'il s'agissait d'une tentative désespérée de retarder l'inévitable, de s'offrir quelques instants de faux espoir avant que le marteau ne tombe. Mais il y avait autre chose dans son ton, une subtile pointe d'appréhension dangereuse. Elias ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Les mots avaient été prononcés et il était impossible de les retirer. À l'extérieur de la salle d'audience, la ville s'agitait. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, portée par des murmures précipités et des regards furtifs. Alexander Norwood avait été invoqué, et où qu'il soit, quelles que soient les machinations qui occupèrent son esprit, il en entendrait parler. Le procès, qui semblait autrefois si simple, si certain dans son issue, avait changé d'axe. Le jeu avait changé, et maintenant, il ne restait plus qu'à voir qui en sortirait vainqueur. Les lustres vacillants projetaient de longues ombres ondulantes contre les murs, comme si eux-mêmes comprenaient que l'équilibre des pouvoirs venait d'être rompu. Le lendemain matin, la salle d'audience était une toute autre bête. La certitude oppressante de la condamnation d'Elias avait été remplacée par une énergie chargée et imprévisible, celle qui surgit lorsque le pouvoir est soudainement remis en question. Les spectateurs étaient arrivés plus tôt que d'habitude, chuchotant entre eux en attendant. Il n'y avait aucun doute quant à la raison. Le nom s'était déjà répandu comme une traînée de poudre dans les couloirs de l'influence, semant la tension dans son sillage. Alexander Norwood était arrivé. Quand il entra enfin, sa seule présence suffisait à semer le malaise dans l'assemblée. Il se déplaçait avec la précision délibérée d'un homme qui savait qu'il commandait la salle, son regard perçant transperçant l'air lourd. C'était une silhouette haute et imposante, vêtue d'un costume sombre et impeccable qui semblait absorber la faible lumière des lustres. Contrairement au défenseur public maladroit qui avait à peine réussi à protester la veille, il dégageait une aura de confiance absolue, sa simple existence une déclaration de maîtrise silencieuse. La galerie s'agitait mal à l'aise à son passage, certains détournant le regard, d'autres le fixant avec un mélange de curiosité et d'effroi. C'était un homme dont la réputation le précédait, et ceux qui avaient entendu ces histoires savaient que lorsqu'Alexander Norwood entrait dans une salle d'audience, il ne repartait pas sans avoir décroché quelque chose, ou quelqu'un. Le juge Cormac, qui avait passé le procès, enveloppé dans la sécurité de son autorité, était maintenant assis, raide, les doigts crispés sur le bois. Il tenta de masquer son malaise, mais les failles de son sang-froid étaient visibles pour qui savait où regarder. Il força un sourire, une tentative, les lèvres pincées, de reprendre son sang-froid, mais le poids de la présence d'Alexander rendait ce geste creux. Il le salua avec des mots soigneusement choisis, feignant d'ignorer son implication soudaine dans l'affaire. Alexander se contenta de sourire en retour, une expression froide et calculée, dénuée de chaleur. C'était le genre de sourire qui rendait les hommes nerveux, qui promettait non pas la gentillesse, mais la destruction. Il n'éleva pas la voix, et il n'en avait pas besoin. Ses mots étaient précis, d'une intention chirurgicale, et résonnaient à travers la salle avec une assurance qui ne laissait aucune place au rejet. Il le fit clairement savoir. Il s'était toujours intéressé lorsque ceux qui avaient la charge de la justice la délaissaient au profit de leurs propres intérêts. La procédure qui suivit fut sans commune mesure avec tout ce que le tribunal avait connu auparavant. Dès l'instant où Alexander s'avança, la structure même du dossier de l'accusation commença à s'affaiblir sous l'examen minutieux de son démantèlement méthodique.
Sa voix était douce, inébranlable, chaque déclaration prononcée avec la certitude d'un homme qui ne s'adonnait pas à la spéculation, mais uniquement aux faits. Il commença par les preuves, les exposant au tribunal et démêlant les incohérences si soigneusement construites par l'accusation. Là où régnait autrefois un récit inflexible, le doute régnait désormais, se dénouant fil par fil sous son analyse acérée. Greaves, qui s'était pavané devant le jury avec l'assurance d'un homme orchestrant une conclusion prévisible, se retrouva sur la défensive. Il tenta de réorienter le débat, de regagner le terrain perdu, mais Alexander était implacable. Chaque argument était confronté à une contre-argumentation précise, chaque élément de preuve décortiqué jusqu'à en perdre toute crédibilité. Le jury, autrefois assuré, s'agitait maintenant, mal à l'aise, sa certitude remplacée par quelque chose de bien plus dangereux, l'incertitude. Et puis vinrent les témoins. Un à un, ceux qui avaient témoigné avec une certitude inébranlable se trouvèrent soudain chancelants. Sous les contre-interrogatoires perçants d'Alexander, leurs témoignages soigneusement préparés s'effondrèrent. Ils posaient des questions simples, et pourtant, au cœur de ces questions, se cachèrent des pièges qui faisaient surgir des incohérences. Les témoins, qui avaient reparlé avec tant d'assurance des crimes supposés d'Elias, bégayaient maintenant, leurs yeux se fixant sur la table de l'accusation comme s'ils cherchaient une direction silencieuse. C'était vain. Alexander les décortiqua avec une précision chirurgicale, sans jamais hausser la voix, sans jamais laisser l'émotion ternir son interrogatoire. Il mit simplement à nu la vérité. Ils étaient des menteurs, leurs paroles étant fondées sur la manipulation et la tromperie. D'heure en heure, l'atmosphère dans la salle d'audience devenait plus pesante, lourde du poids des fluctuations du pouvoir. La galerie, autrefois un rassemblement de spectateurs désintéressés, se penchait désormais en avant, captivée par le dénouement de ce qu'elle avait cru être un destin prédéterminé. Même le juge Cormac, qui avait passé le procès à savourer le confort du contrôle, se retrouva à observer dans un silence rigide, incapable d'interrompre sans exposer davantage les fissures qui se formèrent sous lui. Et puis, Alexander joua son dernier coup. Dès qu'il déposa les documents sur la table, la salle d'audience tomba dans un silence étouffant. Les pages, nettes et accablantes, portaient le poids de la vérité comme aucun témoignage oral ne pouvait le faire. Un réseau détaillé de corruption était exposé, nom, date, paiement. Chaque ligne gravée à l'encre était un fil conducteur qui menait non pas à Elias, mais à ces hommes-là qui s'étaient assis avec une assurance confortable dans la galerie. Des hommes qui avaient observé, convaincus que ce procès n'était rien d'autre qu'un moyen de faire taire un inconvénient. Leurs visages, autrefois impassibles, arboraient maintenant la pâleur indéniable de la peur. La réaction fut immédiate. Les murmures s'amplifièrent, s'intensifiant à mesure que l'assistance comprenait les implications de ce qui se déroulait devant eux. Certains se penchèrent, scrutant les documents avec un mélange d'incrédulité et de compréhension profonde. D'autres restèrent figés, le regard rivé sur Alexandre, comme s'ils souhaitaient le voir disparaître. Greaves, le visage vidé de son assurance passée, ouvrit la bouche comme pour protester, mais aucun mot ne sortit. Il n'y avait rien à dire. Les preuves étaient accablantes. La galerie s'agita, les murmures se muant en panique sourde, tandis que la prise de conscience s'installait. Le procès ne concernait plus Elias. Il ne l'avait jamais été. Il concernait ceux qui avaient bâti leurs empires sur la tromperie et la réalité inébranlable que leur péché avait été mis à nu aux yeux de tous. Le chaos éclata. La salle d'audience, autrefois ordonnée, se transforma en un tourbillon de mouvements, tandis que les fonctionnaires s'empressaient de réagir. Certains réclamaient le silence, le décorum, mais les fondements du contrôle s'étaient déjà effondrés. Elias, qui avait passé des jours prisonnier dans l'attente d'un jugement inévitable, assistait maintenant à l'effondrement de la machine même construite pour le détruire. Les chaînes à ses poignets semblaient plus lâches, comme si leur poids commençait à se dissiper. Et au milieu de cette tempête de révélations, Alexander Norwood demeurait
À la reprise du procès, le poids de l'inéluctabilité pesait lourd. Le juge Cormac, autrefois autoritaire, était désormais figé, le visage pâle, un masque de terreur à peine dissimulé. La robe élégante, qui lui avait autrefois donné l'impression d'être invincible, lui suffoquait désormais. Il tenait fermement le marteau, les jointures blanches comme l'os, luttant pour maintenir l'illusion de l'autorité. Mais personne n'était dupe. L'équilibre des pouvoirs avait changé, et chacun dans la salle le savait. Dans la galerie, l'élite de la ville, politiciens, hommes d'affaires et fonctionnaires qui avaient autrefois orchestré les événements dans l'ombre, chuchotaient entre eux d'un ton paniqué. Leur silence prudent et méthodique avait été brisé par une force qu'ils ne pouvaient ni corrompre ni intimider. Des téléphones furent sortis de leurs poches, des appels frénétiques passés à voix basse, tandis qu'ils cherchaient désespérément une bouée de sauvetage. Mais le mal était fait. Les murs se refermaient. Alexander Norwood avait lancé le processus, et rien ne pouvait arrêter la suite. Son influence dépassait les limites de ce tribunal corrompu, atteignant les plus hautes sphères de la justice, bien au-delà de la portée des puissants locaux. Dès l'ajournement du procès la veille au soir, il avait veillé à ce que les preuves, les documents accablants découverts par Elias, soient transmises directement aux enquêteurs fédéraux. Il n'y aurait pas de dissimulation, pas d'accord de dernière minute négocié dans des arrière-salles enfumées. Le jugement avait commencé. La nuit même, les arrestations commencèrent. Le procureur, dont la voix avait résonné d'assurance au tribunal, fut arraché à son domicile au petit matin, ses protestations noyées sous les lumières rouges et bleues clignotantes. Le procureur principal, l'homme qui avait si facilement transformé la vérité en arme, se retrouva menotté avant même d'avoir pu rédiger sa lettre de démission. Les officiers qui avaient imposé la volonté des corrompus plutôt que la loi furent arrêtés un par un. Leurs insignes vidés de leur sens face à des preuves irréfutables. Certains tentèrent de fuir. Aucun n'y parvint. Le juge Cormac, fin stratège, tenta un ultime coup désespéré. À la reprise des audiences, il saisit le seul outil qui lui restait, la force de son marteau. Sa voix, bien que tendue, résonna lorsqu'il déclara le procès nul et non avenu pour vice de procédure. C'était un acte de défi, une ultime tentative de s'accrocher à la pertinence. Alexander ne broncha pas. Il n'éleva pas la voix. Il se contenta d'observer, d'attendre, puis, lorsque le silence s'installa enfin dans la salle, il parla avec la tranquille assurance d'un homme prononçant une sentence de mort. Il ne s'adressa ni à la cour, ni à la galerie, ni au jury qui s'était laissé influencer si facilement par sa démolition des mensonges de l'accusation. Ses paroles s'adressaient à un seul homme. « Cormac, déclare ce que tu veux », avait-il murmuré d'une voix douce et menaçante. « Mais tu ne seras pas sur ce banc demain. » Et il n'y était pas. À la tombée de la nuit, le juge avait été démis de ses fonctions, escorté hors de son cabinet sous le regard vigilant du système même qu'il avait passé des années à soumettre à sa volonté. Son nom, autrefois prononcé avec révérence ou crainte, était désormais l'épitaphe d'un empire corrompu en ruine. La ville l'oublierait vite, comme toujours avec les hommes tombés au combat. Elias Norwood sortit du tribunal en homme libre, mais son expression n'exprimait aucune victoire. Le poids de la survie pesait sur ses épaules. Il avait gagné la bataille, mais la guerre restait. Le système, fracturé mais toujours debout, trouverait de nouveaux acteurs, de nouveaux exécutants pour resserrer son emprise. Le pouvoir ne disparut pas. Il se déplaça simplement, attendant que la prochaine main prenne le contrôle. Et pourtant, pour cet instant, la justice avait prévalu. Les puissants avaient dû rendre des comptes, ne serait-ce que brièvement. Elias tourna son visage vers le ciel du soir, respirant l'air froid comme un homme qui avait oublié le goût de la liberté. Il savait que ce n'était pas une fin, c'était simplement le début d'un nouveau combat.